Les fusions municipales ont mis le feu aux poudres. C'est une colère qui a favorisé l'élection du Parti libéral. Mais c'est aussi une colère qui pourrait le coincer politiquement. Mon garçon! Seriez-vous assez d'adon pour me refaire votre bonne humeur? En fait, c'est pas compliqué. Avec le forfait de Bell, une nouveauté, vous vous abonnez à un deuxième ou à un troisième service parmi Express Vue, Sympathico ou Mobilité et vous profitez d'économies substantielles. Espérons que votre marchandise soit aussi distrayante que votre manière de langage. Bonsoir, voici nos grands titres. Ils étaient partis rétablir la paix, mais ils ne reviendront pas. 2 soldats canadiens meurent dans une explosion en Afghanistan. Nous savions dès le départ que cette opération était dangereuse. Changement de garde en Ontario, les libéraux prennent le pouvoir. Paul Martin en Nouvelle-Écosse, il réconforte les sinistrés de Juan. Je suis ici certainement comme celui qui pourrait devenir chef du Parti libéral et peut-être éventuellement Premier ministre, mais vraiment je suis ici comme un Canadien. Jean Charest à New York, il tente de convaincre les Américains d'investir au Québec. I think he's an excellent salesman. Et au point, les missions de paix sont de plus en plus dangereuses. Comment les soldats s'y préparent-ils? On va orienter notre entraînement vers les opérations non conventionnelles. Donc, la menace terroriste. Ils sont 1900 à se méfier quotidiennement de la mort. Aujourd'hui, ces militaires canadiens en mission de paix en Afghanistan ont compris que cette mort fait partie de leur vie. 2 hommes ont été tués et 3 autres blessés près de Kaboul. Leur Jeep a explosé sur une mine anti-char. Les victimes sont le sergent Robert Allen Short, 42 ans, et le caporal Robbie Christopher Bierfenger, 29 ans. Daniel Lessard nous dit comment ça s'est passé. 13h30, heure de Kaboul. 2 véhicules militaires canadiens sont en patrouille sur un petit chemin de terre comme celui-ci. Une patrouille extrêmement dangereuse dans la région la plus minée de la planète. 10 millions de mines disséminées en Afghanistan. Soudain, le premier véhicule est soufflé par une violente explosion. The explosion caused a very big hole. So quite frankly, it's a very big hole. L'explosion d'une mine anti-char creuse un immense cratère et tue sur le coup les 2 soldats canadiens. Pourtant, la route avait été déminée 24 heures plus tôt. Qui sont les coupables? Trop tôt pour le dire. Nous savions dès le départ que cette opération était dangereuse. Opération dangereuse qui implique 1900 soldats canadiens dans un milieu très hostile et très dangereux. Ce que Jean Chrétien redoutait le plus s'est produit. Au nom de mes collègues et de tous les Canadiens, offrir mes sympathies aux familles des 2 victimes de l'armée canadienne qui ont donné leur vie pour la défense de nos valeurs fondamentales dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Reste maintenant à remonter le moral des troupes et à les remotiver. Le moral des troupes va sans doute être affecté par la perte de 2 de leurs et aussi sur la blessure des autres. À Pitawawa, le pied-à-terre de ces soldats, leurs collègues étaient atterrés. La nouvelle a été reçue comme un coup de poing dans l'estomac. Première préoccupation, se porter au secours des familles des 2 soldats disparus. On a des personnes en permanence avec eux présentement qui sont là dédiées à temps plein pour les servir et les aider. Même préoccupation du ministre de la Défense. Mais je sais aussi que la douleur que nous sentons, c'est minuscule en comparaison avec la douleur de leurs familles et de leurs amis. John McCallum est catégorique. La mission va se poursuivre. Pas question de changer quoi que ce soit. Pas question de baisser les bras au nom de la défense du peuple afghan et de la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Daniel Lessard, Radio-Canada, à Ottawa. Eh bien,
encore une fois, Paul Martin a pris des allures de véritable chef de gouvernement aujourd'hui. Le simple député, mais futur premier ministre du Canada, est allé constater de ses propres yeux les régions des provinces maritimes touchées par le passage de l'ouragan Juan en début de semaine. Pendant ce temps, l'actuel premier ministre Jean Chrétien était à l'autre bout du pays. Denis Martin-Chabot a les détails. Mais je suis ici certainement comme celui qui pourrait devenir chef du Parti libéral et peut-être éventuellement premier ministre. Mais vraiment, je suis ici comme un Canadien. On connaît peu de simples Canadiens qui attirent autant d'attention, qui se font entourer du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, John Ham, du maire d'Halifax, Peter Kelly, et d'une meute de journalistes, et dont les commentaires sur l'ouragan Juan soient aussi prisés. Mais c'est incroyable. On vient de survoler vraiment la région par hélicoptère, puis après ça, on a pu parcourir les rues, puis c'est dévastateur, c'est incroyable. Paul Martin est impressionné par l'étendue du dégât. Encore des milliers d'abonnés sont privés de courant, sans compter des quais anéantis et des fermes détruites. La facture sera très élevée, mais il y aura de l'aide d'Ottawa, promet le député d'arrière-ban, Paul Martin, avec un ton digne de premier ministre. La question n'est pas est-ce qu'il va y avoir de l'argent, il va y avoir de l'argent. Mais comme le ministre McCallum a dit hier, c'est aussi important que l'argent vienne vite. Paul Martin refuse de critiquer le premier ministre actuel, Jean Chrétien, qui ne s'est toujours pas rendu à Halifax pour constater le sinistre. D'ailleurs, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse ne s'en formalise pas, en autant qu'Ottawa fasse sa part. Jean Chrétien se défend bien d'être négligent. Mais on avait pris des engagements importants. Alors on est ici, mais les gens savent que le gouvernement va les aider et qu'on est présent. Les citoyens du quartier visité par Paul Martin ont bien apprécié sa présence. Mais ce soir, il se retrouve toujours sans électricité. Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Halifax. Eh bien, la révolution du bon sens en Ontario est bel et bien terminée. Le gouvernement conservateur a subi une cuisante défaite aux élections provinciales d'aujourd'hui. Les libéraux de Dalton McGuinty viennent donc de prendre le pouvoir et Marc Godbout est à Toronto. Marc, à l'heure où on se parle, quels sont les derniers résultats? En fait, je vous dirais qu'il y a un ouragan qui vient de souffler carrément sur l'Ontario. Les Ontariens qui viennent d'élire un gouvernement très majoritaire et vous allez voir les chiffres comme moi. Donc, les libéraux qui décrochent 71 sièges, les conservateurs en obtiennent 25 et les néo-démocrates, eux, qui ont un sérieux problème ce soir parce qu'ils ne peuvent même pas conserver le statut de parti officiel. Le chiffre magique, c'est 8 en Ontario. Une quinzaine de ministres à souligner qui ont perdu leur siège, donc à peu près la moitié du cabinet qui ne reviendra pas à Queen's Park. Mais Marc, comment expliquer cette défaite? Elle est quand même importante. Absolument. D'abord, je pense qu'il faut souligner que les conservateurs ont complètement été rayés de la carte dans la région immédiate de Toronto, donc alentour du centre-ville de Toronto, mais aussi dans ce qu'on appelle la ceinture 905. C'est ce qui entoure Toronto. C'est une région qui était essentielle pour les conservateurs. Ce sont ces comtés-là qui ont permis de décrocher, si vous voulez, où les conservateurs ont pu prendre le pouvoir en 95 et en 99 avec la révolution du bon sens en allant chercher vraiment la classe moyenne et donc on a récolté seulement que la moitié de ces comtés-là. Les conservateurs, je vous dirais également, paient le prix des attaques personnelles à l'endroit de M. McGuinty. Ce soir, ça a été comme ça tout le long de la campagne. Ça a été possiblement un point tournant, des attaques vraiment à la républicaine, à l'américaine. Mais finalement, c'est possiblement un jugement sur la révolution du bon sens de Mike Harris. C'est vraiment ça ce soir qui s'est passé. Donc, si on a jugé un peu le passé, est-ce qu'on peut peut-être regarder vers l'avenir et se demander à quoi va ressembler un gouvernement du Parti libéral en Ontario? Absolument. Je vous dirais qu'on risque d'avoir un gouvernement beaucoup plus conciliant avec des priorités en éducation et en santé, des investissements vraiment dans ces secteurs clés-là. D'une part, et d'autre part, je vous dirais que le plus grand défi à ce stade-ci qui attend M. McGuinty, c'est qu'on parle de plus en plus d'un déficit potentiel en Ontario qui pourrait atteindre les 5 milliards de dollars. Et ça, M. McGuinty et son équipe devront composer avec ça. Cela dit, il faut aussi préciser que ce soir, et ça c'est assez exceptionnel, c'est la première fois en 3/4 de siècle qu'on retrouve un gouvernement libéral en Ontario, à Ottawa et aussi au Québec, et ça risque de complètement changer la dynamique fédérale provinciale.
Eh bien, merci beaucoup, Marc. Et puis, on va vous retrouver au cours des semaines qui viennent parce que je pense qu'il y a un grand changement qui vient de se passer en Ontario. Absolument. Merci. Plus tard au téléjournal, Jean Charest vend le Québec aux Américains. Et George Bush dans l'embarras, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. La graffeuse est un outil qui sauve beaucoup de temps, mais ses contre-coups empêchent souvent les agrafes de pénétrer parfaitement. Tiens, essaye ça. C'est la graffeuse Sure Shot Mastercraft offerte chez Canadian Tire. Arrête, tu la tiens à l'envers. La poussée vers l'avant élimine les contre-coups et les agrafes pénètrent parfaitement. Oui, tout mon poids pousse dans la même direction que l'agrafe. J'ai réparé la moustiquaire. J'ai agrafé la grille en un rien de temps et avec le système Quick Load, j'ai facilement chargé la lisière de clous à moulure. Il y a même un guide-fil intégré. L'agrafeuse Sure Shot avec agrafe et clous, seulement $29,99. Et voici la nouvelle agrafeuse Sure Shot pour travaux légers et artisanat. Dotée d'une base ajustable, elle est idéale pour le bureau à domicile. La nouvelle agrafeuse pour travaux légers Mastercraft Sure Shot, seulement $19,99. Des innovations offertes seulement chez Canadian Tire, en magasin et en ligne. Ceci n'est pas un mouton, c'est une tuque. Ceci n'est pas un vélo, c'est un élan vers l'autonomie. Ceci n'est pas un arbre, c'est un livre, une maison, un berceau. Ceci n'est pas un bal définissant, c'est un premier amour. Ceci n'est pas un gribouillis, c'est peut-être une nouvelle PME. Ceci n'est pas une grenouille, c'est un prince charmant. Ceci n'est pas un ordinateur, c'est la liberté. Ceci n'est pas une ride, c'est le temps qui passe. Ceci n'est pas une nuit blanche, c'est un réconfort. Ceci n'est pas une poignée de pissenlit, c'est le plus beau bouquet du monde. Ceci n'est pas une foule, c'est plusieurs fois quelqu'un. Parce que derrière chaque chose, il y a quelqu'un. L'argent doit toujours être au service des gens, jamais le contraire. Ceci n'est pas une banque, c'est des jardins. L'équipe que le gouvernement américain a dépêchée en Irak à la recherche d'armes de destruction massive est toujours bredouille. Aucun stock d'armes chimiques ou biologiques n'a été retrouvé, mais l'inspecteur principal promet de maintenir le cap et de poursuivre le travail. L'administration Bush demande d'ailleurs 600 millions de dollars de plus pour continuer les recherches. Le compte-rendu de Christine Saint-Pierre. David Kay, c'est l'homme dépêché en Irak par Washington pour faire taire les critiques. We have not found at this point actual weapons. 3 mois et 300 millions de dollars plus tard, son équipe de 1200 personnes sur le terrain n'a toujours pas trouvé la moindre trace d'armes de destruction massive. I've got up there, but have not had a chance to read. Je n'ai pas encore eu la chance de regarder le rapport, a lancé désinvolte le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, l'un des plus faucons de l'administration Bush. Ce n'est qu'un rapport d'étape, s'est empressé de dire la Maison-Blanche. This is a progress report. Keep it in perspective. D'ailleurs, l'administration Bush demande 600 millions de dollars de plus pour poursuivre le travail. Une situation qui devient de plus en plus embarrassante pour George Bush, qui, dans sa seule apparition publique de la journée, n'a fait aucune allusion au rapport. Pendant des mois pourtant, le président américain avait martelé le même message pour justifier une intervention militaire en Irak. Saddam Hussein, déclarait-il, juste avant de déclencher l'opération Force et Stupeur, possède les armes les plus mortelles qui soient. The Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. 5 mois après son atterrissage triomphal sur l'Abraham Lincoln, parlant de mission accomplie, George Bush ne cesse de chuter dans les intentions de vote. Et il ne se passe pas une journée sans que des soldats américains soient tués en Irak. David Kay demande 6 mois de plus pour tracer une ligne définitive. 6 mois qui risquent d'être longs pour George Bush et une occasion en or pour les démocrates de se faire du capital politique en tapant sur un homme qui est de plus en plus sur la défensive. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Eh bien, pendant qu'on cherche encore en Irak, la Corée du Nord annonce qu'elle va bientôt produire ses armes de destruction massive. Le pays a annoncé qu'il va commencer à fabriquer des bombes atomiques.
Le gouvernement coréen a recyclé 8000 tonnes de combustible usagé qui serviront à produire les engins explosifs. La Corée du Nord a décidé d'accélérer son programme nucléaire pour se protéger d'une éventuelle attaque américaine. C'est une victoire inespérée pour Zacarias Moussaoui, qui est accusé de complicité dans les attentats du 11 septembre 2001. Un juge de l'État de Virginie a statué que les procureurs ne pouvaient pas demander la peine de mort contre Moussaoui s'il est trouvé coupable. Pourquoi? Parce que la poursuite ne permet pas à Moussaoui d'interroger 3 présumés membres d'Al-Qaïda détenus par les États-Unis. Moussaoui, qui est français d'origine marocaine, croit que ces témoignages pourraient l'aider à prouver son innocence. La visite est publique, mais les rendez-vous sont plutôt secrets. Jean Charest multiplie les rencontres avec des gens d'affaires et des investisseurs à New York. Mais impossible de savoir qui il voit exactement puisqu'il évite les journalistes. Ce qu'on sait, cependant, c'est qu'il a prononcé un discours devant 500 personnes à qui il tente de vendre l'idée d'investir au Québec. José Thibault suit le premier ministre. New York. Ici, l'argent est partout. Et le capital à investir est là, derrière les façades des sociétés de capital de risque et dans les coffres des investisseurs internationaux. Le premier ministre du Québec a voulu marquer le coup rapidement devant 500 invités à un dîner de la Foreign Policy Association, dont une bonne partie d'expatriés canadiens. Il est venu vendre le Québec comme endroit de prédilection pour investir. And so if you're looking for attractive returns, I want you to know that the rules of the game in Quebec are the same as elsewhere in North America. Les règles du jeu sont les mêmes chez nous qu'ailleurs en Amérique du Nord, a-t-il fait valoir. Son gouvernement libéral est moins social-démocrate et moins interventionniste que le précédent et il privilégie un État minceur. Il offre aussi main-d'œuvre qualifiée et coûts de production et d'énergie peu élevés. Cet homme d'affaires croit qu'il fallait expliquer publiquement cet enlignement aux investisseurs potentiels. Entendre qu'ils ne veulent pas faire des affaires à la manière américaine. M. Charest a dit qu'on était plus américains de ce côté-là, alors... Cette jeune chercheure en génie optique, expatriée depuis 4 ans pour étudier et travailler, aimerait bien revenir dans un Québec plus dynamique. Les propos de Jean Charest lui font croire que c'est possible. En amenant les gens à investir dans la province, ça va amener une nouvelle dynamique, ce qui va engendrer plus de recherche, plus d'argent investi en recherche. Alors pour nous, ça promet. Quelques coups de sonde après son discours ont révélé une appréciation positive du message livré. Il est bon vendeur. I think he's an excellent salesman. Mais pour les détails de ce que le premier ministre propose à ses investisseurs et gens d'affaires qu'il rencontre depuis mercredi, il faudra repasser. Je ne vais pas faire de point de presse aujourd'hui. L'entourage de Jean Charest semble avoir décidé d'assurer un accès très limité et contrôlé au premier ministre. Ce fut le cas d'ailleurs lors des 2 précédents voyages aux États-Unis. Comme si on ne voulait pas distraire l'attention de l'événement du jour, alors que des dossiers ou des déclarations au Québec mériteraient des précisions. José Thibault, Radio-Canada, New York. Voici maintenant les indicateurs financiers. C'est un autre rebondissement dans le dossier du réseau de prostitution juvénile à Québec. L'un des accusés dans cette affaire, l'ex-animateur de radio, Robert Gillet, demande un arrêt des procédures. Son avocat a déposé une requête en ce sens cet après-midi, alléguant que les témoignages d'une des présumées victimes est truffé de mensonges. Les explications de Marie-Maude Denis. Bonne actrice, bonne comédienne. Après cette déclaration faite à l'issue de son enquête préliminaire en mai, Robert Gillet contre-attaque. Nous avons obtenu une copie d'une requête en arrêt des procédures qu'a déposée son avocat, Jacques Larochelle. Dans ce document, il demande que soit retirée l'accusation la plus grave, celle d'agression sexuelle, et aussi les 2 chefs d'accusation d'avoir obtenu les services sexuels de mineurs moyennant rétribution. Bref, plus de motifs pour le poursuivre, selon son avocat. Maître Larochelle prétend qu'il y a contradiction entre le témoignage qu'a livré l'une des présumées victimes à la police et ce qu'elle est venue affirmer ensuite devant le tribunal au cours de l'enquête préliminaire. Dans sa requête, il évoque aussi un alibi pour une soirée de novembre 2002,
où on accuse Robert Gillet d'avoir eu des rapports sexuels avec une mineure. Selon son avocat, il se trouvait à une fête à l'île d'Orléans en compagnie de 10 personnes. Jacques Larochelle n'est pas tendre à l'égard de la poursuite. Il écrit « En un mot, les policiers et la couronne avaient le moyen, à partir de leurs propres preuves, de détecter la fausseté complète de l'histoire de Mademoiselle et auraient pu s'en persuader encore davantage en faisant quelques vérifications élémentaires. » Dans sa requête, l'avocat de Robert Gillet réclame aussi réparation pour les préjudices qu'aurait subi l'ex-animateur vedette de Québec. Jacques Larochelle n'a toutefois pas précisé la nature du dédommagement qu'il demandera. La requête sera plaidée devant la Cour supérieure le 10 octobre. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Québec. Plus tard au point, des soldats meurent en Afghanistan, d'autres se préparent à y partir. Quand on regarde les nouvelles déjà à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit dans les pays là-bas, on voit que c'est pas le même type d'autres armées, de la manière qu'ils s'entraînent. Ça va être sur le terrain vraiment qu'on va le voir. Et lorsqu'on est exportateur, on est toujours à l'affût de nouveaux marchés. Bonjour. Merci. Avec ses 60 ans d'expérience en financement du commerce extérieur, EDC vous aide à ouvrir la porte à de nouvelles exportations. Nous sommes Exportation et Développement Canada. Téléphonez-nous. Avant, on construisait les camions en fonction de ce qu'ils devaient accomplir. Maintenant, on les construit en fonction de ce que les conducteurs désirent accomplir. Petite nuance dans les mots, grande différence dans le camion. Avec des experts qui gèrent un actif de plus de 75 milliards. L'impact de la Banque nationale et de ses filiales, ça s'entend. Banque nationale, la première banque au Québec. Avec plus de 1500 experts en placement, l'impact sur vos épargnes sera plus gros. Banque nationale, la première banque au Québec. J'étais serveuse pendant 40 ans pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma fille. Le médecin m'a dit que j'avais le cancer des fumeurs et je vais mourir bientôt. J'ai jamais fumé de toute ma vie. Jamais. Mais l'air était très enfumé partout où j'ai travaillé. Et je suis en train de mourir d'un cancer du poumon causé par la fumée secondaire. Au beau dimanche, la magie du Cirque du Soleil entre dans votre salon. Puis, voyez la création de ce miracle artistique appelé Varekai. OK, are we ready? Non. Pourquoi on n'est pas prêt? Là, on a 10 jours avant la première. On ne peut pas se permettre du niaisage de même. Dimanche soir à Radio-Canada, soyez aux premières loges de Varekai du Cirque du Soleil à 19h30, suivi de la fabrication d'un ange à 21h30. Eh bien, c'est une tuile pour Arnold Schwarzenegger, le favori dans la course au poste de gouverneur de Californie. Un quotidien de Los Angeles rapporte que 6 femmes accusent le candidat républicain de harcèlement sexuel. Ces gestes auraient été commis sur une période de 30 ans, mais aucune plainte n'a été déposée. Arnold Schwarzenegger a admis avoir offensé des femmes dans le passé et il s'en est excusé. C'est l'écrivain sud-africain John Maxwell Coetzee qui a remporté le prix Nobel de littérature. C'est la première fois en 8 ans que la prestigieuse récompense va à un non-européen. M. Coetzee, qui était l'un des favoris, aura droit à une bourse d'1 300 000 $ américains. En 1999, il avait remporté un autre prix prestigieux, le Booker, pour son roman Disgrace. Le producteur d'aluminium Alcan, qui est sur le point d'acheter Péchiné, la grande aluminerie française, s'est lancé aujourd'hui dans une opération charme auprès des Français. Déjà en juillet dernier, avant même que l'offre d'achat ne soit acceptée par les actionnaires, Alcan se payait des pages de publicité dans les quotidiens de France où, entre autres, la compagnie soulignait d'entrée de jeu l'importance de ses racines québécoises.
L'opération de relations publiques continuait aujourd'hui et Guy Gendron y était. À l'échelle d'Alcan, il s'agit d'un petit investissement. 30 millions de dollars pour moderniser son entreprise de pièces usinées de Saint-Florentin, alors que la compagnie attend d'une heure à l'autre le feu vert de la Bourse de Paris pour avaler à coups de milliards Péchiné, plus important producteur d'aluminium en Europe. Ça va nous permettre la semaine prochaine, mardi ou mercredi, dépendamment du timing, de lancer notre offre dans le public pour aller chercher les actions de Péchiné. Objectif, d'ici un mois, Alcan aura doublé de taille. 88 000 employés, chiffre d'affaires de 24 milliards américains, aux 2 tiers en Europe, avec la part la plus importante en France, ce qui n'a pas échappé aux élus locaux. J'ai l'impression qu'Alcan devient beaucoup plus français du fait qu'il absorbe Péchiné. L'Alcan Nouveau sera le premier groupe mondial d'emballage et une compagnie avec pour priorité de croissance les produits à valeur ajoutée, comme dans cette usine acquise il y a 2 ans d'Alu Suisse, spécialisée dans les matériaux de construction et les pièces d'automobile. Une page est tournée. L'Alcan n'est plus un producteur qui cherche des débouchés pour son métal. La formule choc vaut aussi pour le Québec, longtemps considéré comme fournisseur de lingots. Les acquisitions en Europe aidant, Alcan dit avoir trouvé la vocation pour la transformation. On s'attend à avoir des opportunités de transférer vers l'Amérique du Nord, pas de la production, mais des expertises, des technologies, des produits. Le premier exemple, affirme le président des produits usinés d'Alcan, a été l'annonce récente d'une usine de pare-chocs d'auto au Québec. Et ce pourrait n'être qu'un début. Alcan travaille d'ailleurs à un projet d'investissement d'une centaine de millions de dollars dans la région du Saguenay pour la construction d'une usine de traitement des déchets provenant des fonderies, un procédé inventé par Alcan et qui est appelé à se multiplier à travers le monde. Et Guy Gendron, Radio-Canada, à Saint-Florentin. Vous vous souvenez, si la vie vous intéresse, disait la publicité. Les 2 morts d'aujourd'hui en Afghanistan rappellent cruellement combien la mission des soldats canadiens est dangereuse. Partout dans le monde, les zones de conflit sont dominées par le terrorisme. Dans la foulée de l'armée américaine, les militaires canadiens sont de plus en plus entraînés comme s'ils étaient des troupes de choc. Pierre Mignot et Bruno Bonamigo ont suivi les parachutistes du 22e régiment, les prochains à partir pour Kaboul. Il est 6 heures du matin et l'aube pointe à peine. Des soldats canadiens s'emparent d'un camp ennemi. Déclaré personne. J'ai 2 ennemis morts. C'est du bloc-là, là, c'est ça. Des armes et encore 47. Foncez rapidement sur tout, puis on désengage au plus sacré. On a été insérés dans le secteur ici à 18h30 hier soir. Puis on a été en mouvement là, depuis ce moment-là. On a fait ce qu'on avait à faire la première nuit. Après 12 heures de marche en pleine noirceur avec 30 kilos sur le dos, ils reprennent la route en direction d'une autre cible. Un exercice qui durera 48 heures. C'est là l'entraînement normal de ce groupe de parachutistes du 22e régiment. À ce moment-là, on va orienter notre entraînement vers les opérations non conventionnelles. Donc, la menace terroriste. En janvier, ils partent pour Kaboul, affronter un ennemi inconnu. C'est un nouveau risque, là. Il faut apprendre à jouer avec. Parce qu'on ne sait pas vraiment... L'ennemi est invisible, là. Pas vraiment. L'ennemi n'est pas habillé en soldat. C'est pas un soldat professionnel. C'est plutôt un moudjahidin. Ceux que ça fait des années qu'ils font la guerre. C'est vraiment une action là, qui est plus subversive puis qui vise à affecter l'autorité du gouvernement et la stabilité politique du pays dans lequel on va opérer. Même les soldats plus expérimentés savent que la mission Athéna ne sera pas une sinécure. Le niveau de risque est plus élevé. La mission est différente parce qu'on ne sait pas, quand on regarde les nouvelles déjà à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit dans les pays là-bas, on voit que c'est pas le même type d'autres armées, de la manière qu'ils s'entraînent ou n'importe quoi. Fait que le niveau de risque
à ce moment-là, on ne peut pas ouvrir aucun livre, voir comment est-ce que c'est que se préparer contre ça. Ça va être sur le terrain vraiment qu'on va le voir. Sur le terrain, ils y sont presque. La base de Valcartier est sur le qui-vive et la cadence de l'entraînement se poursuit à un rythme effréné. Dans 4 mois, 1800 hommes partiront d'ici. Déjà, leurs premiers bagages ont pris la route du camp militaire de la force multinationale à Kaboul. Sur la base, tout le monde est conscient du danger que représente cette mission. Et puis une mission comme une autre mission, là, c'est réel. La première fois que vous voyez 4 cercueils passer là, avec un drapeau des Américains, là, vous êtes officier de liaison, il faut que vous soyez là pour la parade. Vous voyez 4 cercueils passer, là, ça vous pogne en dedans. Ils sont capables de fitter un drapeau du Canada là-dessus. René Melançon rentre de mission en Afghanistan. Il fait partie de ceux que l'armée a mobilisés pour donner à nos soldats un cours accéléré sur la réalité afghane. Ça fait 23 ans qu'ils sont en conflit réel. On n'arrivera pas du jour au lendemain puis tout arrêter ça, nous autres. Il y a une mine au pied carré, puis tout le monde se promène avec des calaches. À part ça, ça va bien. Il y a un K-47. Un des problèmes qu'on avait avec Enduring Freedom, c'est qu'il y a des caches d'armes partout, des caches de munitions. Mais les caches, c'est pas juste au niveau du gouvernement, des warlords, des provinces. Ça, il y en a des caches là. Après ça, il y a des caches au niveau de village. Après ça, chaque famille a sa cache. Un ennemi invisible qui se cache dans une foule où tout le monde est armé. Les soldats canadiens qui seront sous le drapeau de l'OTAN auront le droit de tirer pour se défendre lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des guns aux locaux, aux enfants. Il y a des poutres de plastique, c'est Kalachnikov, rouge. Ils cassent le bout, mais là, il restait un bout dans le canon. Tu sais, peut-être d'être 10 pieds. J'étais plus loin, là. J'ai vu ça, c'était un flash, j'ai vu. Mais le gun en plastique, le Kalachnikov, là, quand le gars, il court, là, moi, j'adore les armes à feu, mais il me semble qu'elle ressemblait pas mal à une Kalachnikov, OK? La ligne, là, est mince. La ligne, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai quasiment tiré quelqu'un là. On ne peut pas se plaindre. Notre employeur nous soutient au maximum. Il nous demande beaucoup. Il nous demande de représenter le pays à l'étranger, puis d'assumer nos fonctions qui peuvent aller jusqu'à donner nos vies pour notre pays. Francis Laparé est commandant de ce peloton. Il en est à sa première mission. Les règles d'engagement qu'on a sont très robustes. Ce qu'on entend par robuste, c'est qu'ils nous laissent une très grande liberté d'action quant aux moyens à prendre pour répondre à une menace. Avec une grande liberté d'action, la marge décisionnelle de l'individu s'augmente énormément. Ils nous donnent un entraînement, ils nous disent à quoi nous attendre. On se base là-dessus, mais rendu là-bas, je vais me faire ma propre idée. Parce que les autres sont habitués, là, les Afghans, d'avoir des pays qui s'imposent, puis eux autres, de combattre l'ennemi qui est à l'intérieur de leur pays. Les autres sont vraiment habitués, puis nous autres, ils nous considèrent vraiment comme une force étrangère aussi. Là. Puis eux autres, dans toutes les histoires, c'est les forces étrangères, ils n'en veulent pas. Fait que, comment choisir ça? Même si on est Canadien, là, ils nous mettent dans le même gamique. Là. David Rioux en est à sa deuxième mission. Il fait partie d'un peloton où même les plus jeunes ont déjà de l'expérience outre-mer. OK, boys, la tradition, la bénédiction, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, l'amour! Comme la majorité des soldats qui vont en Afghanistan, il a hâte de partir. On est content, c'est de l'expérience. C'est ça qu'on veut. Quand on s'en va en mission, c'est vraiment un accomplissement. Eux autres, ils ont aucune sécurité dans leur ville, ou ce qui reste eux autres mêmes. C'est vraiment instable. Puis nous autres, on s'en va leur procurer une sécurité pendant 6 mois. Dites-vous qu'en 2025, 75% de la population sur les Nations Unies vont vivre dans les grosses villes. Ça donne une idée? Et à 25% vont vivre rural. La guerre va se produire dans les villes. Pourquoi que ça va être sévère? C'est parce que là-bas, c'est de la guerre en 3D que vous en allez faire. La guerre en 2D, elle n'existe plus. La guerre en 2D, c'est facile, c'est le bois, c'est la vision, ici en 3D, que c'est la montagne, que c'est ici.
quartier de l'entraînement pour Kaboul, c'est la guerre urbaine, la guerre au terrorisme. Ce village, reconstitué dans une base américaine, sert de salle de cours. Les instructeurs, eux, sont canadiens. Ils font partie de la force interarmes unifiée 2, le GTF-2, une unité d'élite qui était présente en Afghanistan aux côtés des forces américaines dès le début de la guerre contre les talibans. Le gouvernement canadien protège jalousement leur identité. C'est la première fois qu'une équipe de télévision les voit à l'œuvre. Wouldn't have made it to the second room because you're both fucking dead. Never, ever. Fucking gender has nothing to do with nothing. A fucking kid can kill you, a guy can kill you, and a fucking woman can kill you. Okay? Gender has no bearing whatsoever on a fucking threat target. Right clear! I get better, get that better, turn back! OK, on y va nous autres. OK? Segment positif. This entry over here, probably the best entry I've seen so far, OK? Ça, c'est les meilleures personnes pour nous montrer ça. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de nous le montrer, qui avaient appris du GTF, mais qui n'étaient pas du monde du GTF. Mais les meilleures personnes pour nous montrer ça, c'est le monde du GTF. Ils sont venus surtout nous entraîner sur les techniques d'accès dans les maisons, la façon dont on pénètre, par exemple, dans un édifice. Vu qu'ils sont spécialisés dans des domaines, si on peut dire, un peu plus chirurgicaux, ils nous ont enseigné un peu plus la base comme telle. Ce soir, vous leur apprenez quoi? Dans le fond, vous leur apprenez que... Pour le déplacement, comment se déplacer d'un building à un autre de la façon le plus sécuritaire possible. Parce qu'il y a un taux de vulnérabilité très grand en guerre urbaine. Oui, la guerre urbaine, je dirais que c'est la guerre qui est la plus meurtrière. De plus en plus, l'armée canadienne entraîne ses hommes pour combattre le terrorisme, pour multiplier ses forces d'élite en zone de conflit urbain. Les missions se complexifient de plus en plus, puis les forces canadiennes, c'est pas une grosse force, donc on demande beaucoup aux forces canadiennes. Pour cette mission-ci, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème. Nos militaires sont volontaires, puis pour citer mon commandant de brigade, il n'y a pas assez de place dans les avions pour aller en Afghanistan pour le nombre d'individus qui veulent venir. Mais évidemment, sur une longue période, si on regarde ça sur une longue période, on ne pourrait pas maintenir le tempo des opérations à ce rythme-là pour plusieurs années. Depuis 1992, le Canada multiplie les missions de paix et elles durent de plus en plus longtemps. Chypre et la Bosnie se sont étendues sur des décennies. Même si le Canada s'est engagé à être en Afghanistan pour 1 an, qui sait combien de temps il faudra pour pacifier le pays? Les effectifs de la force là, sont à 5000 hommes dans la ville. C'est pas beaucoup, puis ça permet pas d'instaurer un dispositif hermétique. Ce qu'il faut, c'est gagner les cœurs de la population, c'est-à-dire d'avoir leur support au lieu que le support soit accordé aux talibans et aux extrémistes religieux. Reconstruire un pays, c'est une génération. Le temps que ceux qui ont vu la guerre partent, puis que la nouvelle génération prenne le dessus. Après la pause, comment peut-on expliquer la défaite des conservateurs en Ontario? Je te dis que j'ai essayé l'automne. Comment c'est des feuilles, je suis plus capable d'avoir un érable sur Ah, mais si je te dis une petite danoise à l'érable, hein? Avec des paquets? Pas tout, tu vois, j'en ramasserais peut-être une. Pour vous sucrer le bec, la nouvelle danoise pack en érable de Tim Horton. Essayez-la ou toute autre danoise pour 1,25 $. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. Décidément, Minou, j'aime mieux ramasser des danoises à l'érable que des feuilles d'érable. Oui, t'es gourmand. Ah, Julie, dans le fond, il aime ça l'automne, ton papa. Ouais, mais juste sur un temps de la pacane à sucre. Bon, oui. Mettez la patte sur l'ours chanceux, la toute nouvelle espèce de l'Auto-Québec. 7 sélections et 3 jeux pour 2 $. Beaucoup de chance d'être chanceux.
collectionne ses tickets de spectacle. Son petit bonheur, c'est de les classer par couleur. François, lui, préfère écrire au crayon, même si le plomb, c'est salissant. Philippe est fou des capucines, surtout confites ou en salade. Edgar adore écouter Mozart en suivant le trajet d'une goutte d'eau sur sa fenêtre. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est de les retrouver tous les week-ends et de partager avec vous nos petits bonheurs. Joël Le Bigot et son équipe, le week-end à 7h. Qu'est-ce que tu fais? Je bois un verre de lait. T'en as bu un ce matin? J'en bois un deuxième. Un verre de lait, c'est bien, et deux, c'est mieux. La section Entreprendre du journal Les Affaires, une garantie de succès. Pour faire de bons placements, la section Investir du journal Les Affaires. Il y aura donc changement de la garde en Ontario. Après 2 mandats de gouvernement conservateur, les électeurs se sont clairement exprimés. Le nouveau premier ministre sera le libéral Dalton McGuinty. Il a emporté haut la main contre le premier ministre sortant Ernie Eves. Le Parti libéral obtient donc 72 sièges, le Parti conservateur 24 et le NPD 7. Qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de gouvernement? Eh bien, j'en discute avec Adrien Quentin. Il est chroniqueur politique au journal Le Droit d'Ottawa. Monsieur Quentin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Goujon. Vous suivez la politique ontarienne depuis longtemps. Écoutez, on sait tous que, d'abord, avant d'élire un gouvernement, on commence par mettre l'autre dehors. Voilà. Qu'est-ce que les Ontariens ont voulu faire ce soir en se débarrassant des conservateurs? Ils ont voulu, à mon sens, M. Goujon, se débarrasser d'un gouvernement dont la plateforme électorale était trop étroite, trop restreinte. Parce que l'élection, le programme conservateur pour cette élection-ci s'est déroulé sous le thème des coupures de taxes, et presque uniquement sous ce thème-là. Pourtant, il y a plein d'autres choses que les Ontariens auraient voulu voir abordées comme sujet. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont mis à la porte. Autre chose comme l'éducation, par exemple. On sait que le système d'éducation s'effrite en Ontario. On a de la misère à fournir des manuels scolaires aux enfants, et ça, les Ontariens n'aiment pas ça. Il y a des individus, il y a des Ontariens, des citoyens qui n'ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle, et ça, il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Alors, il y en a une pénurie de médecins, on a une pénurie d'infirmières. L'Ontario est 10e au niveau des investissements dans son système de santé au Canada, sur 10 provinces, sur 11 provinces. Alors, c'est de ça que les Ontariens ont voulu se débarrasser. Ils ont également voulu se débarrasser d'un gouvernement qui brisait en quelque sorte le consensus social auquel d'autres régimes conservateurs, c'est-à-dire ceux de William Davis, ceux de John Roberts auparavant, ceux de Leslie Frost, nous avaient habitués. Mais écoutez, M. McGuinty, il a promis le changement. Encore ce soir, dans son discours, il a dit « Les Ontariens ont choisi le changement ». D'ailleurs, on a entendu ça il n'y a pas longtemps au Québec aussi. C'est tout un défi parce que si je regarde les chiffres, on appréhende un déficit d'environ 4 milliards cette année. Pourquoi est-ce qu'il pourrait réussir là où son prédécesseur n'a pas réussi? Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile. Probablement que ce qui pourra réussir, c'est de cesser les chicanes avec les enseignants, cesser les chicanes avec les infirmières, question d'attitude, question d'approche. Maintenant, sa promesse de réduire à 20 élèves les classes maternelles, première année, deuxième année, ben non, c'est pas du tout réaliste, et tout le monde le sait. Ça se fera pas. Ceux qui espèrent ça pour septembre prochain, là, ils seront déçus. Ce sera peut-être vers la toute fin de son mandat, si c'est possible pour lui de le faire. Des médecins, ça ne s'invente pas. Des infirmières, ça ne s'invente pas. Il faut les former. Même si on débloque des fonds pour les payer, il faut aller chercher quelque part.
non, ça va être extrêmement difficile. Mais c'est un discours un peu étonnant quand on est de l'extérieur de l'Ontario, parce qu'on a toujours conçu l'Ontario comme étant la province riche. Qui sont ces libéraux de l'Ontario? Souvent, les libéraux au Canada sont des gens du centre, parfois il y en a même de centre-gauche, mais qui sont-ils, ces libéraux en Ontario? Les libéraux en Ontario sont aussi différents les uns des autres que les régions de la province. Par exemple, dans ceux qui ont été les nouveaux qui ont été élus ce soir, vous avez l'ancien maire d'Ottawa, Jim Watson, qui a été élu cette manière libérale, dont les allégeances étaient conservatrices jusqu'à quelques mois avant l'élection. Alors, il s'est senti tout à fait à l'aise au Parti libéral de l'Ontario. Vous avez l'ancien maire d'Ajax, qui vient de battre le ministre des Finances, Janet Acker, un libéral, qui était reconnu pour avoir des allégeances conservatrices. Le Parti libéral de l'Ontario est un parti de centre-droite aujourd'hui. On est loin de l'époque de David Peterson. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre les conservateurs et les libéraux, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les conservateurs ont une faction importante d'extrême droite, et c'est ce qui les différencie. Les libéraux ontariens n'ont pas d'extrême droite dans leur rang, c'est la principale différence. Mais on n'a pas les Ian Scott, par exemple, à l'époque, qui était procureur général à l'époque de David Peterson. Sean Conway est parti, l'ancien ministre de l'Éducation. Enfin, ces gens qui étaient de centre-gauche un petit peu sont disparus. Oui, le discours sur la justice sociale, on ne l'a pas beaucoup entendu, en tout cas. On ne l'a pas beaucoup entendu, mais avec... Bon, il reste quand même des Gérard Kennedy, par exemple, et il en reste une petite poignée là, dans la région de Toronto, qui sont un petit peu plus au centre ou un petit peu plus à gauche que le reste. Mais c'est un parti essentiellement de centre-droite. Mais en terminant, M. Quentin, indépendamment du gouvernement au pouvoir actuellement, il y a eu beaucoup de crises en Ontario récemment. Il y a eu une crise économique, il y a eu le SRAS. Comment est-ce que les Ontariens se sentent? Quel est le feeling en Ontario actuellement? Les Ontariens commencent à se sentir un petit peu comme des losers, comme on dit, parce que ce genre de choses-là, on n'est pas habitué à ça. Que de manquer d'électricité pendant 4 jours, ça, c'est une gifle à la fierté ontarienne. Qu'une épidémie de l'ampleur du SRAS puisse se développer dans nos hôpitaux, c'est un petit peu une gifle à la figure des Ontariens. Je vais être obligé de vous interrompre ici. Je vous remercie de cette analyse, mais on aura sûrement l'occasion de se reparler, M. Quentin. Merci. Bonsoir. Au revoir. Après la pause, la météo. Bon, on te nomme VP exécutif. Signe ça. Plus 2 mois de vacances. Plus limousine. Loft à New York. Compte de banque aux îles Caïmans. Je vais retourner où j'ai commencé. Ça la route. La capitale vendue, la capitale vendue. Allô? Madame Duprat, Jean Clébault de la capitale, comment ça va? J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Votre maison est vendue. Déjà? La capitale vendue, la capitale vendue. Son père avait gagné la première guerre du Golfe, mais il avait perdu sa réélection. Alors après sa victoire en Irak, ce qu'on peut se demander, c'est si George W. Bush, lui... Le téléjournal. Céline Galipo le vit avec vous les vendredis, samedis et dimanches, 22h. Parce que j'ai une réunion, il me le faut. Le cellulaire au volant est-il dangereux? Les chercheurs affirment qu'il réduit l'attention des automobilistes et augmente le risque d'accident. Le cellulaire au volant, dimanche, à découverte. Le week-end commence dès vendredi dans Le Devoir. Planifiez vos activités de la fin de semaine, resto, vin, sorties, cinéma, nature. Tout y est dans le nouveau cahier week-end du vendredi. Samedi, faites le point de l'actualité de la semaine. Plongez dans le monde de la finance, de la culture et des livres. Rêvez de voyage, de décoration. Préparez vos sorties et vos soirées télé avec le guide le plus complet qui soit. Dès vendredi, osez, vous serez étonné. Offrez-vous Le Devoir. Le Devoir, un journal indépendant. Président Bush fait appel en André représenté en Napoléon. Jean Charest qui dit... Alors, vers le four, mes amis, c'est pas facile ce matin. Déjà, le but de la show, là, ça cumule
votre premier contact avec l'information. Ces gens sont des professionnels, reconnus par la Chambre de la sécurité financière. Retenez bien ce symbole, c'est un symbole de qualité. Au Québec, les membres de la Chambre de la sécurité financière suivent des règles rigoureuses qui vous protègent. Avant de vous engager, exigez de traiter avec un professionnel reconnu par la Chambre de la sécurité financière. C'est votre meilleure protection et votre meilleure garantie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, toujours notre situation stagnante au pays, du beau temps dans l'ouest, c'est moins beau pour le centre, et puis dans l'est, c'est assez variable. Mais cette fois-ci, il y a une petite différence. Et la petite différence, c'est celle-ci. C'est cette masse nuageuse là, qui est descendue des territoires du nord-ouest, qui s'est organisée finalement en une dépression quand même. Vous voyez que la masse nuageuse est très importante, qui l'accompagne. Et cette masse nuageuse va évidemment suivre le courant jet encore. On va regarder son déplacement, mais cette fois-ci avec la pluie qui est prévue par ordinateur. Et vous allez voir que le déplacement se fait assez bien vers les régions de l'Est. Donc, ça va traverser, vous voyez, ce qui est en bleu, c'est la pluie. Ça va traverser l'Ontario, s'intensifier. Vous voyez que la zone de pluie devient plus importante et finalement entrer au Québec pendant la journée. Évidemment, ça s'annonce assez mal pour la fin de semaine avec ce système qui s'en vient. Alors, on va regarder les prévisions en détail dans nos régions. D'abord, dans les provinces atlantiques, alors à Saint-Jean-Terre-Neuve, ce sera pluvieux toute la journée avec des nappes de brouillard. Aux îles de la Madeleine, il y a de la pluie le matin. Le ciel va se dégager, mais en fin d'après-midi seulement. Ce sera très venteux aussi. À Moncton, un petit peu de pluie le matin, mais ça devient ensoleillé avec passage nuageux vers midi. Et à Halifax, c'est nuageux le matin. Il y a juste une possibilité d'averse. Là aussi, le ciel devient ensoleillé vers midi. Pour les régions de l'Est du Québec, c'est pluvieux, mais la pluie va cesser en matinée dans le Bas-Saint-Laurent. Ensuite, le ciel va se dégager et la pluie va cesser en après-midi sur la Côte-Nord et la Gaspésie. Et là aussi, par la suite, le ciel va se dégager. Ça va être très venteux en après-midi, des vents de 30 à 50 km à l'heure. Pour les régions du centre du Québec, mais à Québec, le ciel va se dégager en fait au cours de la matinée graduellement. Donc, de plus en plus de soleil avant que les autres nuages n'arrivent beaucoup plus tard en soirée. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, des averses de pluie ou de neige fondante tôt demain matin. Ensuite, alternance soleil-nuage, donc c'est quand même pas si mal. Pour la Beauce, alors c'est nuageux avec des éclaircies. Très tôt demain matin, là, quelques averses de pluie ou de neige, mais très très tôt le matin. Ça va être très froid, hein, surtout dans le sud-ouest du Québec. Il y a d'ailleurs un avertissement de gel au sol, surtout pour l'extrême sud, la Montérégie, Montréal. Donc, des températures du gel au sol, évidemment, des températures qui sont assez froides. Maintenant, pour ce qui est du temps, alors dans la région en général, ça va être assez beau quand même le matin. On va avoir beaucoup de soleil, sauf dans la Gatineau, là, ça va plutôt être nuageux avec éclaircies. Mais à Montréal, ensuite, il y a Trois-Rivières dans les Laurentides, le ciel va s'ennuager graduellement. Et puis en Estrie, on va garder un ciel plutôt variable. Maintenant, en après-midi, pour les Laurentides, l'Outaouais et aussi Montréal, assez venteux. Des vents du secteur sud, mais de 30 à 40 km à l'heure. Pour le nord-ouest, en Abitibi, alors un peu de neige va changer en pluie le matin. Au Témiscamingue, des averses, c'est pluvieux. Chez Bougamau, un ciel variable, des flocons tôt le matin. Et puis en Ontario, alors à Ottawa, nuageux, possibilité d'averse. On attend de la pluie comme telle, mais en soirée. Pour les autres régions, ça va être pluvieux, sauf à Hearst, où on va avoir un petit peu de neige le matin qui va se changer en pluie un petit peu plus tard dans la matinée. C'est très venteux aussi, des vents de 30 à 50 km à l'heure. Dans l'ouest du pays, à Winnipeg, c'est un ciel variable, mais pour les autres régions, il fait très très beau, à part le brouillard tôt le matin dans la région de Vancouver. Finalement, dans le Grand Nord, à Iqaluit, il y aura un petit peu de neige. Encore une fois, pas beaucoup, là, moins de 3 cm. Et à Coudjouac, c'est un ciel plutôt variable, donc alternance soleil-nuage. Alors, si on résume tout ça, un avertissement de gel au sol cette nuit dans l'extrême sud du Québec, chez nous. Eh bien, Jocelyne, si vous voulez vous mettre à l'abri du temps froid, le Musée des Beaux-Arts de Montréal se met à l'heure du village global. D'ici au 7 mars, une exposition propose aux visiteurs de retourner dans l'effervescence des années 60. Claude Deschênes a fait ce voyage dans le temps. Les années 60 ont été des années spatiales, des années de désordre et de changement. Tout ce qui se passe alors est amplifié par les médias qui deviennent de plus en plus puissants. Espace, désordre, changement et médias sont les 4 thèmes autour desquels
l'exposition Village Global s'est construite. Il fallait mettre de l'ordre dans le foisonnement de cette époque. Je dirais qu'on a situé notre projet au croisement de l'histoire de l'art et des arts décoratifs et de l'histoire des mentalités. On a voulu jumeler les deux, voire tracer un récit, un peu comme des metteurs en scène, en fait, tracer un récit à partir d'un texte connu, qui est l'art de cette période. Ici, on dépasse le pop art. C'est toute une culture qui explose sous nos yeux. La musique qui a bercé les boomers côtoie ce qui a amusé, exalté ou horrifié cette génération qui avait l'impression de réinventer le monde. Pour Stéphane Aquin, il y a deux objets qui résument l'exposition. Le socle du monde de l'italien Piero Manzoni et la Porsche de Janis Joplin, une espèce de condensé de toutes les utopies, de tous les rêves, toute l'imagination. Nostalgie assurée pour les plus vieux, un monde à découvrir pour les plus jeunes. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. C'est à voir. En terminant, voici un rappel de nos grands titres. 3 soldats canadiens ont été tués et 2 autres blessés près de Kaboul, en Afghanistan. Leur véhicule a explosé sur une mine anti-char. La route avait pourtant été déminée la veille. L'Ontario a un nouveau gouvernement majoritaire. Les libéraux de Dalton McGuinty ont remporté une victoire éclatante au scrutin d'aujourd'hui. Les conservateurs sont donc chassés du pouvoir après 8 ans de règne. C'était le Téléjournal. Merci de votre accueil. Céline Galipo sera là au cours des prochains jours. Je vous retrouve lundi. Bonne nuit à tous. À la prochaine.